Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS. Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans le même CIUS. Comment ça va? Pas bien. Ça va, ça va. On a une invitée aujourd'hui. Bon, Allô? bonjour Madame Sicard, ça fait longtemps? Oui, ça fait longtemps, mais je suis revenue. Ben, t'es de loin notre invitée la plus récurrente, je suis pas mal sûr. Je pense que oui. Ben, tu me le dis à chaque fois. Fait qu'à moins que quelqu'un soit venu 20 fois dans la dernière année, je garde mon titre. Pas que je sache, pas que je sache. Comme ça fait longtemps quand même, tu veux-tu prendre une petite minute pour te représenter? Bien sûr, Catherine Sicard, pharmacienne à l'hôpital de Montréal pour enfants. Alors, t'es venu nous parler d'enfants encore, j'imagine? Encore de petites personnes? Fait que, il y a un sujet qui traînait sur la table depuis longtemps, parce que mine de rien, on n'a jamais, on dirait que je suis toujours prudent quand même quand je dis jamais, mais je crois qu'on n'a jamais parlé de dermatite atopique au Pharmascope. Je veux dire, on a traité un médicament ici et là, des trucs qui sortaient, mais honnêtement, je pense pas qu'on a jamais adressé la dermatite atopique au Pharmascope. C'est étonnant, non? Je veux dire, on s'entend, c'est commun. C'est assez commun, oui. Hein? Fait qu'on a décidé de s'y attaquer. Peut-être juste préciser quand même, là, vu ta présence, Catherine, on se concentre vraiment sur la dermatite atopique chez l'enfant aujourd'hui. Mhm. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'extrapolent assez bien à l'adulte. Je suis pas sûr qu'il y a des grosses nuances. Ça aurait plus été l'inverse, là, dans le sens qu'il y a peut-être des produits qui sont indiqués chez l'adulte puis qui ont des âges minimaux qui s'appliquent pas à des jeunes enfants. Mais j'essaie de penser sur quelque chose qui s'appliquerait aux enfants puis pas aux adultes. Bon, c'est sûr que le bain une fois par semaine chez certains adultes, c'est probablement plus à risque de d'autres problèmes, là, j'imagine. Mais je pense quand même que ce qu'on va jaser s'extrapole assez bien à tout âge, de façon générale. Peut-être l'innocuité de certaines thérapies systémiques, là. Moi, personnellement, quand je les lisais, ça s'applique peu à ma population. Mettons, regarder des incidences de MACE chez des enfants, c'est peut-être la seule chose. Il y a certaines thérapies qu'il va peut-être falloir être plus prudent chez les adultes que Bon chez les point. enfants. Bon point. Mais je sais pas si tu as suivi l'actualité de la cardiologie en pédiatrie, parce que nous, contre toute attente, on a suivi ça récemment, puis Mhm. j'espère que tu es à jour, hein, les bilans lipidiques à partir de 9 ans, Mm. faut pas le rater, hein? C'est vrai, j'ai manqué ça. Ouais. Nouveau guide de pratique de L'AHA, beaucoup. l'AHA. Bilan lipidique systématique chez les enfants à partir de 9 ans. Même chez certains enfants à partir de 2 ans. Ça aussi, on pourrait faire un épisode là-dessus, mais je vais Oh, on a fait m'abstenir de déjà une couple de commentaires. minutes, puis on était bien tannés. OK, bon. J'aimerais qu'on n'en reparle pas, s'il vous plaît. C'est une demande spéciale. Aïe, aïe, aïe. Alors, sans plus tarder, on commencerait avec vous, Madame Gravel, pour nous parler un petit peu de un petit rappel de qu'est-ce que c'est la dermatite atopique. Oui, donc la dermatite atopique, comme tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est la maladie inflammatoire cutanée chronique la plus fréquente, caractérisée par des lésions eczémateuses prurigineuses récidivantes, puis elle évolue en poussée et en rémission. On sait que la majorité débute entre l'âge de 3 et 6 mois, puis plus de 60% des cas vont survenir avant l'âge de 1 à 2 ans. On estime la prévalence là, entre 15 et 20% des enfants. Puis c'est souvent la première manifestation dans ce qu'on appelle la marche atopique, donc la progression séquentielle vers les allergies alimentaires, la rhinite allergique et l'asthme. Puis on sait que cette marche atopique-là survient chez environ 30% des enfants qui ont de la dermatite atopique. La pathophysiologie de la dermatite atopique, c'est complexe et multifactoriel. On sait qu'il y a une association génétique et environnementale. On n'est pas tout à fait sûr encore de comprendre tous les mécanismes impliqués, mais on sait que ça inclut une dysfonction de la barrière épidermique, une dysbiose microbienne, principalement par une colonisation à Staph aureus, puis une dysrégulation immunitaire. Je vais te le dire, là, quand tu as dit, bon, on va pas aller dans les affaires trop techniques pour perdre tout le monde. D'un, je sais très bien que tu visites deux personnes en particulier. De deux, il a quand même fallu que tu inventes des mots, mine de rien, là. Une dysbiose. Vraiment dans le dictionnaire, c'est une dysbiose. Qu'est-ce que c'est Oh ça? que oui! Oui, Je sais pas vas-y. si tu es au courant, Catherine, là, mais depuis Camille est avec nous, là, à chaque épisode, elle se fait un devoir de nous rappeler qu'on est niaiseux. Ah, alors, remonter le niveau. J'aime ça. Moi, je savais que tu serais d'accord, tu serais dans son équipe. Fait qu'on sait qu'il y a il y a plusieurs déclencheurs là, aux poussées de dermatite atopique. Il y a bien sûr les irritants comme les savons, les parfums, les détergents. Il y a également les extrêmes de température et d'humidité, dont la sueur également.
le stress, puis les allergènes environnementaux comme la poussière, les acariens, le pollen, etc. Comment ça se présente, la dermatite atopique? C'est un diagnostic qui est avant tout clinique, qui est basé sur l'histoire, l'apparence des lésions, puis la présence d'autres signes cliniques. La présentation peut être hétérogène, ok? Donc, l'apparence et la distribution des lésions va être variable selon l'âge. Chez les nourrissons de moins de 2 ans, on a des lésions qui sont souvent plus aiguës, donc érythémateuses. On peut avoir des lésions papulaires ou vésiculaires. Elles peuvent être accompagnées d'un suintement séreux et ou d'excoriation. Puis la distribution est principalement au niveau des joues, du cuir chevelu, du cou, du tronc, puis des phases d'extension des membres. À partir de 2 ans, on va avoir des lésions qui sont un petit peu plus chroniques, fait qu'ils vont être un petit peu plus pâles, plus xérotiques, donc un peu plus sèches et mieux délimitées. Puis l'atteinte va surtout être au niveau des fléchisseurs, là, donc les plis de coude, les plis de genoux, puis aussi au niveau des poignets et des chevilles. On sait aussi qu'il peut y avoir une atteinte des mains, des pieds, puis en périoculaire. Puis on peut aussi voir une réaction de lichenification là, secondaire au grattage qui va se manifester par un épaississement cutané puis une accentuation des plis de peau. L'autre élément qu'on peut observer aussi, c'est qu'il va y avoir des changements de dyspigmentation, donc soit de l'hypo ou de l'hyperpigmentation après la résolution des lésions. On sait aussi que le prurite est un élément clé dans le diagnostic de la dermatite atopique, puis que souvent, ce prurite-là va être aggravé par le stress, la chaleur, l'humidité, la sueur, puis les vêtements synthétiques ou de laine. Puis l'autre chose qu'on peut retrouver également, c'est les stigmates atopiques, donc les hyperlinéarités palmoplantaires, les lignes de Denny Morgan, là, qui sont les plis cutanés qui sont sous les paupières inférieures, le signe d'Hertog, qui est une perte du tiers latéral des sourcils parce que les gens vont avoir tendance à se gratter. Puis là, à ce moment-là, on va observer ça plus chez les ados, là, parce que on parle de lésions un petit peu plus chroniques. Puis on peut aussi retrouver de la kératose pilaire puis de l'accentuation périfolliculaire. OK, là, attends, là, on prend un petit pas de recul ici, là. On commence Oui. juste pour les gens, là, moins sophistiqués comme moi, là, à la base, là. Bon, le diagnostic, tu dit avant tout clinique, là. Je sais qu'il y a des Mhm. gens qui ont essayé d'établir des critères de diagnostic, là, au fil du temps, mais en même temps, quand je les regarde, ça a l'air d'essayer de mettre tout ce que tu viens de dire, mais dans des cases avec des chiffres, là. Fait que ça semble pas Mhm. apporter grand-chose de plus. Tu as parlé de la présentation clinique typique, mais il y a une affaire que je retiens, il me semble, là, au fil des années avec la dermatite atopique, c'est que les règles de présentation clinique dans cette pathologie-là, on dirait qu'ils sont assez souples. Mhm. Dans le sens qu'il y a plein de patients au fil des années que j'ai vus là, que, il me semble, si je regarde les plaies, ça correspond pas pantoute à ce que j'ai appris textbook, là, puis ce que tu viens de décrire, mais qu'au final, quand ils sont évalués en dermato, ils finissent quand même avec un diagnostic de dermatite atopique. Ouais, ben en fait, ce qui compte, c'est l'histoire de lésions récurrentes associées à du prurite dans une distribution qui fit selon l'âge. C'est à peu près ça qu'il faut que tu retiennes. Puis oui, effectivement, ça peut être papulaire, ça peut être vésiculaire, ça peut être xérotique ou pas, ça peut être excorié ou pas, il peut y avoir des saignements ou pas. Fait que effectivement, c'est super variable. Je pense qu'il faut surtout se baser sur l'histoire de prurite, l'histoire de poussée, rémission, puis d'aspect un peu chronique. Puis il y a des éléments aussi qu'on peut aller chercher à l'histoire, là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments d'atopie? Est-ce qu'on a des facteurs génétiques qui pourraient aussi nous faire pencher vers ce diagnostic-là? Donc, on a d'autres éléments. Est-ce qu'on a, même chose, les signes, les stigmates atopiques qui sont présents aussi, qui vont supporter le diagnostic? Mais oui, il n'y a pas une lésion typique, par exemple, contrairement à un zona. Quand tu regardes ça, tu dis c'est un zona, c'est clair. Ben, la dermatite atopique, ça a l'air quand même plus variable en termes de présentation, là. OK, puis là, j'ai une dernière question. Une perte du tiers latéral des sourcils. Mhm. Moi, je veux savoir c'est quel bord, à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est la queue du sourcil, fait que c'est vraiment le bout latéral externe. La queue du sourcil. Ben oui, là, Ça, pas là? la partie épaisse, là, la Wow! petite partie mince, là. Fait Et que les gens j'en... vont avoir tendance à se gratter sur de l'eczéma, de la dermatite atopique, pardon, périoculaire. Puis ça peut faire perdre ça. Sauf erreur, là, puis je t'avoue que j'ai pas relu là, extensivement sur le signe d'Hertog, mais je pense aussi en hypothyroïdie, ça peut être un signe. Ben, en Mais j'allais dire hypothyroïdie, il y ça. a une perte de sourcil. Oui, ben amputation de la queue de sourcil. Moi, j'ai retenu ça Voilà. ouais, de ma formation initiale. Parfait. Wow, c'est donc bien pédagogique cet épisode-là, ça gagne. Ben pour moi, là, en tout cas. All right. Ça fait le tour de mes questions pour tout de suite. Bon, parfait.
Fait que là, tu vas aussi me dire comment on évalue ça, là, la sévérité clinique pour m'aider à choisir mon traitement. Bon, oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Fait que je vais vous parler de l'EASI pour commencer. Fait que c'est le Eczema Area and Severity Index. C'est un score de 0 à 72 qui est purement juste sur l'analyse objective des lésions. Ça évalue 4 caractéristiques des lésions sur 4 zones du corps qu'on pondère après ça pour le pourcentage de la surface atteinte. Fait qu'on évalue en gros l'érythème, l'induration, l'excoriation, puis la lichenification sur les zones de la tête, du tronc, des membres supérieurs et des membres inférieurs. Puis dépendamment du score, là, tu sais, on ne fera pas le tour du score, mais dépendamment du score qu'on calcule à la fin de tout ça, on peut interpréter donc un chiffre entre 0 et 5, ça serait une dermatite atopique légère. Entre 5 et 22, ça serait modéré. Puis entre 23 et 72, ça serait sévère. Puis ça nous permettrait d'orienter un petit peu le choix de traitement. L'autre échelle qu'on voit souvent dans les études, qui est une forme un peu dérivée de l'IGA fois BSA, mais donc l'échelle SGA fois BSA, qui est le Signs Global Assessment et le Body Surface Area. C'est un peu une alternative rapide à l'EASI là, dont je viens juste de vous parler. Dans le fond, on met un score de 0 à 5 pour l'évaluation globale des lésions, puis on multiplie par le pourcentage de surface corporelle atteinte. Fait que 0, ça serait une absence de lésion. 1, c'est des lésions qui sont claires, à peine perceptibles. 2, c'est on a un érythème, de l'induration qui sont légères, puis on n'a pas de croûte. 3, on a de l'érythème un petit peu plus perceptible. 4, bon, c'est plus rouge vif, c'est plus marqué au terme d'induration, lichenification, etc. Vous comprenez le concept. Puis là, on multiplie tout ça par la fameuse règle de pourcentage, là, la règle des 9 qu'on utilise, la même règle pour, entre autres, les atteintes de brûlure chez les patients. Puis ça nous donne un score entre 0 et 400. Un score de 0 à 21, c'est léger. De 22 à 87, c'est modéré. Puis de 87 à 400, c'est sévère. Puis encore là, il y a des petites variations sur l'exactitude de ces scores-là, là, dépendamment 0 à 21 versus 22, 23, là, dépendamment d'où on regarde. Mais voilà. Donc, cette échelle-là est quand même plus facilement applicable parce qu'elle est rapide à réaliser en clinique. En même temps, comme on disait, là, je pense que c'est assez réaliste de penser que peu de gens utilisent ces échelles-là, en tout cas au moins en soins de première ligne, là, de façon régulière. Par contre, c'est important de les mentionner parce qu'on va parler des traitements par la suite. Ben, dans les études, c'est souvent ce genre d'échelles-là qui sont utilisées pour voir l'efficacité de ceux-ci. Fait qu'on y reviendra là, lorsqu'on abordera ça. All right. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous dire, Amé, avant qu'on commence à parler tranquillement de prise en charge? Non, je pense que ça fait le tour. Excellent. Alors, prise en charge. Catherine, peut-être? Commencer par Oui. la base? Ben, je vais commencer par la base, c'est-à-dire les références hein, qu'on a utilisées pour vous parler de toutes nos recommandations en dermatite atopique. Fait que relativement récente ligne directrice, fait que j'en ai deux là, à vous parler. Fait qu'il y a des lignes directrices publiées en 2023 par l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, faites conjointement avec l'American College of Allergy, Asthma and Immunology Joint Task Force. Fait que c'est des lignes directrices que, à partir de maintenant, j'appellerai les lignes directrices conjointes. Fait que c'était des lignes directrices qui s'appliquent autant aux adultes qu'aux enfants. Et tout récemment, là, fraîchement sorti de l'imprimante, je pense que c'était mars ou avril 2026, on a des lignes directrices pédiatriques, fait que purement pédiatriques, faites par l'American Academy of Dermatology. Fait que c'est nos deux lignes directrices, je dirais, le principal dont je vais m'inspirer pour vous parler des recommandations de traitement. Sinon, on a des ressources de type général, là, comme la Société canadienne de l'eczéma, qui est quand même des ressources intéressantes pour les patients. Il y a quand même beaucoup d'informations, je dirais, de base. Puis finalement, en 2023, fait que parallèlement publié, je dirais, il y a deux méta-analyses réseau faites par CHU et collaborateurs. Monsieur très occupé, je pense, en 2023, qui a fait des méta-analyses réseau sur les traitements topiques et les traitements systémiques utilisés en dermatite atopique. Puis d'ailleurs, les lignes directrices de 2023 réfèrent beaucoup à cette méta-analyse réseau-là. Ils ont inclus les mêmes figures, en fait, là, de comparaison de traitement. Je vous invite à aller les voir quand même. C'était les figures, des fois une image vaut mille mots. Là, ils ont des tableaux comparatifs de toutes les thérapies, soit topiques, soit systémiques, par rapport à certains issus évalués. Fait que, entre autres, par exemple, les scores dont Amélie vous a parlé, le prurite, le trouble du sommeil, l'impact sur la qualité de vie. Puis c'est très visuel. Là. Fait que si le traitement fonctionne bien ou les évidences sont prouvées puis sont fortes, ben ça va sortir en vert foncé versus ça fonctionne pas bien ou que ça peut causer un tort ou que c'est pas plus
efficaces que le placebo, mais ils ont des couleurs différentes. Fait que j'ai un peu essayé de vous les rapporter là, dans les résultats puis les thérapies que je vais vous donner, mais des fois, pour prendre des décisions basées sur certains peut-être résultats thérapeutiques que vous voulez, c'est quand même un bon outil visuel à utiliser, je trouve. Fait Parfait. que On voilà, pourra peut-être ça c'était revenir les. en cours de route sur l'espèce de nécessité qu'ils ont eu de faire une méta-analyse en réseau si vous voulez arriver à quoi que ce soit d'un minimum intéressant parce que c'est un domaine dans lequel les études comparatives directes se font rares. En effet, très rare. C'est un problème. On y reviendra. OK? Fait que ça fait le tour des références suggérées. Ensuite, avant de tomber dans les modalités de traitement, je voulais parler des stratégies de traitement qu'on a en dermatite atopique parce que c'est quand même deux concepts relativement différents. Puis à peu près chacune des thérapies, du moins atopiques, a été étudiée dans les deux. Fait que la première stratégie qu'on a, c'est prendre le contrôle de la dermatite atopique. Fait que qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est induire la rémission ou traiter une maladie active ou un épisode aigu ou une poussée d'eczéma. Toutes ces choses-là veulent dire la même chose. Puis ensuite, une fois qu'on a pris le contrôle, le but, c'est de garder le contrôle. Fait que ça, c'est comme la deuxième stratégie qui est étudiée chez les thérapies. Fait que dans le fond, le but, c'est de maintenir la rémission, prévention des épisodes aigus. Puis le terme qui est le plus souvent utilisé dans la littérature, c'est de la thérapie proactive versus de la thérapie réactive. Donc, c'est-à-dire, je vais appliquer un traitement topique à un intervalle régulier pour essayer de prévenir, dans le fond, des poussées d'eczéma ou des épisodes aigus. Euh, les lignes directrices nous recommandent fortement d'utiliser la thérapie proactive pour les patients qui ont un historique de récidive d'épisodes aigus, puis ils recommandent d'appliquer 2 à 3 fois par semaine un traitement topique, justement dans le but de maintenir le contrôle de la dermatite atopique. Il n'y a pas de mention de fréquence, de nombre absolu d'épisodes là, qu'un patient doit avoir eu pour être éligible, ou en tout cas pour qu'on lui propose la thérapie proactive. Je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. J'ai envie de dire qu'un patient qui a fait 2 épisodes aigus puis qui a plus envie d'en avoir serait éligible là, à de la thérapie proactive. Je vois pas vraiment de raison pourquoi attendre de proposer ce genre de stratégie-là à nos patients. Le principe aussi, c'est d'appliquer, dans le fond, justement, des thérapies topiques sur les zones habituelles d'exacerbation seulement. Fait que le but, c'est pas d'en appliquer partout sur son corps, c'est vraiment d'en appliquer aux zones qui, d'habitude, font des épisodes aigus. Puis ce qui est recommandé le plus souvent, c'est d'utiliser les jours de fin de semaine, juste parce que c'est plus simple de s'en souvenir. Fait que, tu sais, les jours d'application n'ont pas besoin d'être répartis également dans la semaine. Ça peut être appliqué le samedi puis le dimanche, puis le reste de la semaine, on n'a pas besoin de se soucier de ça. On a des évidences assez solides là, pour recommander justement la thérapie proactive. Fait que la méta-analyse réseau en 2023 avait répertorié 14 essais randomisés contrôlés, presque 2000 patients sur des durées de 4 à 12 mois. Fait qu'il comparait la thérapie proactive versus la réactive. Puis dans le fond, ça diminuait les épisodes aigus de 69 à 38 épisodes par 100 patients année pour un risque relatif à 0,55. Fait que toute thérapie confondue, la conclusion, c'est que la thérapie proactive est beaucoup plus efficace pour diminuer les risques d'exacerbation que la stratégie réactive, puis c'était très bien toléré chez toutes les populations. On parle quand même d'un NNT là, sur 1 an à 4 là. Oui. C'est quand même, ma foi, pas mauvais. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que, ben, en tout cas, je sais pas si c'est juste dans mon expérience, mais j'ai pas l'impression que on est super bon pour être comme proactif dans les ordonnances de ça. J'ai l'impression de voir beaucoup d'ordonnances de traitements topiques pour des patients qui souffrent de dermatite atopique, soit court terme, tu sais, genre cortico pendant 2 semaines, point. Ou à l'inverse, ben, le traitement est renouvelé pendant 1 an, 2 ans, mais avec peu de précision donnée aux patients. Puis ça a toujours été un domaine dans lequel j'ai l'impression qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Fait que je remets l'emphase sur ce que tu as dit, là. Bon, un patient qui a un premier épisode à vie, OK, là, peu importe, là, j'imagine. Mais la minute où on se rend compte qu'il y a quelque chose de minimalement chronique, minimalement récidivant, ce qui est un peu attendu pour la grande majorité des patients qui souffrent de dermatite atopique, s'assurer que cette information-là soit véhiculée aux patients, que oui, d'utiliser le traitement de façon régulière pour soulager un épisode aigu, pour ce que tu appelles prendre le contrôle, et d'utiliser à tous les jours jusqu'à temps que le dit contrôle soit pris, mais par la suite, ne pas juste arrêter, puis ben, attendre que la semaine d'après, ça recommence, puis ainsi de suite. Le traitement proactif, je pense que c'est vraiment un élément clé qui devrait être, en tout cas à mon humble avis, là, de ce que je vois en tout cas en pratique, beaucoup plus utilisé puis beaucoup plus mentionné aux patients. Je sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais je pense pas assez Ben, fait. Là. je pense que ce qui nuit un peu à tout ça, c'est aussi tout ce qui est la corticophobie, là, puis on en reviendra peut-être en fait quand on parle de traitement, mais c'est sûr qu'il y a
plusieurs cliniciens, des fois, qui ont peur de dire à leurs patients d'utiliser leurs corticos sur une base régulière, avec toutes les conséquences qu'on nous dit que ça pourrait avoir, là. Fait que ça, je pense que ça nuit au traitement de maintien aussi. Ben, je pense que la corticophobie a nui à tout ça, effectivement, puis à tort dans une certaine mesure, mais on pourrait y revenir, effectivement. Mais ça va être Excellent. intéressant après ça de voir est-ce qu'on a justement un avantage. Est-ce que les patients qui utilisent de la thérapie proactive utilisent à la fin de l'année moins de corticostéroïdes topiques que ceux qui font de la thérapie réactive, tu sais. Ouais, t'amènes un bon point, là, ben oui. Tu te ramasses à t'exposer finalement à plus de corticotopiques si t'attends à chaque fois qu'il y a un épisode. C'est pas impossible, j'imagine. OK. Fait qu'avant de rentrer justement dans les traitements topiques médicamenteux, on voulait quand même faire un petit retour sur les trucs non pharmacologiques là, ou semi-non pharmacologiques. Fait que, bon, dans les trucs qu'on peut conseiller puis mettre de l'avant avec nos patients qui souffrent de dermatite atopique, ben, il y a le gros bon sens, là, j'imagine. Fait que, Amé, tantôt, t'as mentionné des facteurs de risque, des facteurs déclencheurs de dermatite atopique, ben, les éviter. Fait que là, il y a le fameux conseil notamment d'éviter le stress. Ça, c'est toujours mon préféré, là, qu'on retrouve dans beaucoup de maladies, parce que je sais pas trop, tu sais, ça a-tu vraiment aidé quelqu'un à un moment donné, ça, se faire dire ça? Vous devriez éviter le stress, je sais Mais pas. surtout pour un enfant de 3 ans, là, Tout ça, je là. vois dans le counseling aux patients, aux parents, en tout cas. Fait que le stress, tu as mentionné les extrêmes de chaleur, les extrêmes de température, la sueur, les irritants, les allergènes quand même, là. Fait qu'il y a quand même un certain nombre, c'est documenté, là, un certain nombre de patients qui souffrent de dermatite atopique qui vont aussi souffrir de dermatite de contact, puis il peut avoir un lien avec l'un et l'autre. Fait au besoin, essayer de les identifier, de les éviter. Certains aliments aussi pour certains patients. Fait que bref, du counseling, un peu de gros bon sens. Après ça, dans les choses, je pense qu'on a tous déjà apprises dans notre éducation. Il y a l'idée de pas se laver souvent, puis de Ouais, pas se laver longtemps. non. Puis pas Pas, trop Mhm. chaud. pas C'est trop ça, surtout chaud. pas trop chaud. Euh, bon, il y a de la littérature là-dessus. C'est pas une littérature complète, c'est pas une littérature incroyable. Je vous dirais que quand on regarde les études antérieures, c'est peu convaincant, là. Ça n'a pas l'air de mener à grand-chose. Puis il y a des études qui ont essayé des protocoles un peu dans toutes les directions. Là, il y avait une étude qui avait essayé de prendre 2 petits bains par jour. En tout cas, ils ont essayé différentes affaires. Plus récemment, quand même, en février 2026, dans le British Journal of Dermatology, on a, mine de rien, un essai randomisé contrôlé chez 438 participants souffrant de dermatite qui ont été randomisés à se laver, fait que prendre un bain ou une douche. Ils appelaient ça une fois par semaine versus une fois par jour, là, mais dans les faits, dans leur protocole, ils permettaient 1 ou 2 fois par semaine dans le groupe pas souvent. Puis ils permettaient au moins 6 fois par semaine dans le groupe souvent. Ils ont demandé aux gens de faire ça pendant 4 semaines. C'était pas une étude qui était spécifique aux enfants, là, mais on avait quand même le corps des patients, grosso modo, qui avaient moins de 16 ans, là, fait que ça incluait aussi les enfants. Puis là, ben, ils ont regardé l'évolution du contrôle de la maladie. Eux, ce que tu disais, c'est le score POEM. Fait que tu l'avais pas mentionné tantôt, Amé, là, c'est un autre score qu'on trouve dans les études, qui vient tout simplement là, corréler avec la sévérité de la maladie. Fait qu'ils ont fait ça, puis à 4 semaines, ben, ça n'a rien changé. Fait que l'idée de se laver plus souvent, moins souvent, dans cette étude-là, en tout cas, ça l'a pas mené à quoi que ce soit de bien différent sur le contrôle de la dermatite. Ce que j'aimais, par contre, dans l'étude, ils notaient des barrières qui ont été rapportées par les participants par rapport à leur groupe d'assignation. Fait que, par exemple, on retrouvait des gens qui se sont plaints de différentes affaires comme, bon, le changement dans leur routine. Ouais. OK, d'accord. Le manque d'énergie. Fait que ça, j'imagine, c'est des gens qui se sont plaints de ça dans le groupe où ils devaient se laver presque tous les jours. Je- C'est quand même. C'est curieux, hein? C'est ça particulier. Ça a été rapporté par 6 participants quand même, là, pas un, là. Mais En c'est tout encore cas, drôle, tu sais, des fois, une petite douche le matin, là, ça te pète, là. Tu sais, ben, regarde, tu leur écoute, j'en sais diras. rien. Tu leur diras, il y a 25 personnes qui ont rapporté se sentir pas propres. Mais si on imagine, c'est des gens plus dans le groupe, là, 1 ou 2 fois par semaine. Et ainsi de suite. Fait que, quand même, là, je veux dire, je salue tout le temps, évidemment, vous me connaissez, là, les gens qui se donnent le temps et l'effort de faire des études randomisées contrôlées, dans ce cas-ci, quand même, d'envergure, pour essayer de répondre à des questions super pertinentes, mine de rien, comme ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui apporte pas, on s'entend, 1 dollar à personne au final. Fait que chapeau à l'étude publiée en février 2026, mais malheureusement, au final, Tu sais, en même temps, c'est une étude, tu sais, si on revient à tu sais, la stratégie d'identifier les facteurs déclencheurs, tu sais, s'il y a des parents ou des enfants ou des ados qui remarquent que des bains particulièrement longs ou chauds, c'est des irritants, ben à ce moment-là,
y a toujours de l'essai-erreur qui peut être fait en pratique, là. Ben voyons donc, peux-tu vraiment utiliser autant notre gros bon sens? Ben voilà. Mais tu sais, d'ailleurs, je vais rajouter l'information qu'une des deux lignes directrices, là, je me souviens plus laquelle, mais ferait même la recommandation de prendre 1 à 2 bains par jour si ça, tu sais, un bain, mettons, tiède, je veux dire, si ça l'aide au contrôle du prurite chez les enfants, Ben, tu ou sais, en tout cas les patients. Fait c'est ça. que, Fait que, on le dit régulièrement, à un moment donné, bon, les études, on est certainement des fervents admirateurs d'utiliser les études, mais il y a des choses dans la vie aussi pour lesquelles tu n'as pas besoin d'études, puis tu peux suivre la réponse de ton enfant. Ça me paraît bien raisonnable. En même temps, laver mes enfants 2 fois par jour, ça me semble un cauchemar, là, mais ça, c'est moi. Ouais, non. mais t'es peut-être pas obligé de le laver, là. Je pense que le principe, c'est comme de baigner dans de l'eau fraîche, là. Ben, honnêtement, je te dirais que ça me semble autant un cauchemar. En tout cas. Autrement, on peut régler aussi dans la question des bains. Il y a une autre étude randomisée contrôlée. Je pense qu'on a peut-être abordé au Pharmascope il y a très, très, très longtemps l'étude BATH qui est sortie en 2018. Une étude que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Ici, ce qu'on avait essayé de tester, c'était la valeur ajoutée de mettre un émollient dans le bain, dans l'eau du bain. C'était aussi une recommandation qu'on retrouvait là, à l'époque dans certaines publications. Fait que étude randomisée contrôlée, 482 enfants entre 1 et 11 ans, quand même, je veux dire, c'est gigantesque, qui ont été randomisés pendant 1 an à prendre leur bain de façon ordinaire ou à ajouter un émollient dans leur bain. Puis au final, ben, ça n'a rien changé. Ils ont fait ça pour rien pendant un bout de temps. J'aimais beaucoup aussi, il avait vérifié dans les effets indésirables s'il y avait eu plus de chutes dans le bain. Mhm. Parce que l'émollient rend l'eau peut-être, là, ou la surface du bain un petit peu plus glissante. Puis non, ça s'était bien passé. Personne s'était blessé davantage dans un groupe ou dans l'autre. Puis il avait noté par contre, dans le groupe sans émollient, un petit peu plus de rougeur. Puis pour une raison que je sais pas trop, plus de refus de la part des enfants de prendre leur bain. Fait que l'émollient ajoutait peut-être un attrait au dit bain, écoute. Peut-être. Fait Mais que, est-ce qu'il spécifie le type d'émollient? Parce que je veux dire, de l'aquaphare dans le bain, là, non, c'est non, une c'était un roche dans émollient. le fond d'un lac, Si, là. si je me souviens bien, là, c'était l'équivalent. Tu sais, il y avait ça, ça doit exister encore, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ces produits-là dans une pharmacie. Il y avait un produit d'avoine colloïdale sous forme de OK, poudre exprès là, d'accord. pour ajouter dans l'eau du bain. Fait que c'était ce type de produit-là. Mais voilà, fait que ça n'a pas non plus donné grand-chose, malheureusement. Fait qu'il y a des gens qui ont essayé quand même là, d'aller creuser cette idée-là, de modifier les habitudes au niveau des bains. Puis je pense que la conclusion à date d'aujourd'hui, ben, c'est un peu, comme Oli le disait, là, ben, s'adapter à la réponse des patients, tout simplement. Dans le même genre, j'imagine, on peut parler peut-être des crèmes hydratantes, Mme Scott? Oui. Fait que première thérapie topique qu'on aborde, fait que les émollients. On a une revue Cochrane qui a été publiée en 2017 qui évaluait donc l'effet des émollients dans le traitement de la dermatite atopique. Répertorié 77 essais randomisés contrôlés, autant que chez les adultes que chez les enfants, pour un total d'environ 6600 personnes, puis une durée moyenne de 6,7 semaines. Fait que c'est quand même court comme durée moyenne d'utilisation. Bon, mais en même Euh, temps, on pense-tu que ça prend plus que 6, 7 semaines pour espérer voir l'effet de te mettre une crème à tous les jours? non, c'est vrai, sûrement pas. T'as raison. Fait que, il regardait l'amélioration sur le score SCORAD, dont Amélie nous a parlé, ou non, je me souviens plus si elle nous en a parlé. Fait que c'est Non, le on l'a scoring coupé. AD. On l'a C'est lui coupé. qu'on a enlevé, hein, bon. Fait que scoring AD, qui est un autre score utilisé là, pour évaluer la sévérité de la dermatite atopique. L'émollient a été prouvé supérieur, mais il y avait une différence moyenne de seulement 2,4 points sur l'échelle de SCORAD, puis apparemment, il faut une différence minimalement de 8,7 points pour que ce soit cliniquement significatif. Mais au niveau de la diminution des épisodes aigus, fait que ça, on avait une supériorité de l'émollient encore, fait qu'un risque relatif à 0,4. Puis ce qui était intéressant, c'est que le délai avant d'avoir un nouvel épisode aigu, fait que l'émollient, dans le fond, les patients qui étaient dans le groupe émollient, ça prenait jusqu'à 180 jours pour qu'il y ait un nouvel épisode aigu, alors que les patients dans le groupe contrôle, fait que les patients secs, 30 jours. Fait que OK, c'est quand même ouais. fait qu'on n'avait pas de différence cliniquement significative sur le score, mais clairement, on avait un intérêt, là. Fait que ça vaut la peine. Puis là, ben, la Je comprends. question qui tue, évidemment, c'est lequel? C'est lequel le meilleur, hein? C'est C'est ça qu'on veut lequel savoir. le meilleur? On est-tu capable de répondre? Fait qu'ils ont fait une analyse selon des émollients spécifiques. Fait que dans le fond, tous les produits là, étaient comparés souvent à un véhicule inactif. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut sortir de ça. Il n'y a pas vraiment un qui sort, tu sais,
supérieurs aux autres. Il y a certains produits qui ont leurs désavantages, je dirais. Là. Fait qu'il y avait, par exemple, l'Atopie Claire, qui est un produit que Amélie me disait hors d'onde, qui n'était pas nécessairement disponible au Canada, mais c'est le genre d'émollient qui est considéré comme un medical device, Moi, donc j'aurais un dit surtout, dispositif médical. c'est le genre d'émollient qui est considéré comme cher, comme ça se peut pas, là, si j'ai bien compris. Exactement. Fait que disponible sous prescription seulement, puis qui peut coûter apparemment jusqu'à 1 000 $ par 100 grammes. Après ça, il y avait, Je trouve que tu toutes l'as les dit avec quand même une désinvolture. 1000 $ par 100 grammes. pour quelque chose qui n'a pas de principe actif non plus, là. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà. Après ça, les produits à base d'urée et d'avoine auraient peut-être là, tu sais, un effet positif là, sur l'amélioration clinique, moins d'épisodes aigus, mais plus d'effets indésirables. Fait qu'ils sont mal tolérés, ces produits-là, souvent. Puis ils ont même regardé là, les produits à base de glycérol ou de glycérine. Puis c'est un peu toujours la même chose. Peut-être une amélioration au niveau du scorade, mais encore une fois, le nombre de points qu'on gagnait était cliniquement non significatif. Fait que la grosse conclusion de ça, c'est non, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Tu sais, les lignes directrices recommandent certainement, clairement, d'utiliser les émollients, mais aucun produit spécifique. Ils recommandent juste d'utiliser des produits, tu sais, le plus simple possible, finalement. Puis ils nous rappellent que le meilleur émollient, c'est celui que le patient applique régulièrement. Ah, ça, c'est bien dit. C'est Puis, tu sais, il y a quand pas- même, il y a des données aussi, là, je me souviens plus si dans la revue Cochrane il les ressortait, mais il y a quand même un paquet de données qui montrent que l'utilisation d'émollients, au-delà de diminuer, par exemple, là, la durée des épisodes ou la fréquence des épisodes, ou peu importe, le recours aussi aux autres produits, notamment aux corticostéroïdes, là. Oui, Fait que c'est un autre avantage quand même, là. oui. Fait que dans le fond, ils recommandent autant en rémission qu'en entretien, là. Fait que, tu sais, même si on n'est plus un épisode aigu, c'est tout à fait recommandé de continuer à l'utiliser au long terme. Tu sais, il rappelait de faire beaucoup de la décision partagée là, dans le choix de l'émollient. Fait qu'il y en a justement, vu qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il y a des sommaires visuels là, qui sont fournis avec les lignes directrices, justement, qui nous rappellent que tu sais, il y a différentes textures d'émollients là, qui va de la lotion jusqu'à l'onguent, avec leurs désagréments ou leurs avantages. Puis il suggérait, dans le fond, tu sais, de suggérer aux patients d'essayer plein de petits formats de plein de choses jusqu'à temps qu'ils trouvent leur texture et leurs produits préférés. Ben, je pense que c'est un bon conseil. Puis au-delà de ça, je suis un gars économe, fait que évidemment, j'ai tendance à commencer par des trucs qui coûtent pas cher. Peut-être deux affaires. Là. Chez Colli, tu as une passion pour les céramides, j'ai bien compris. Ben, c'est pas une passion, mais c'est juste qu'on s'est fait enseigner à une certaine époque que les céramides, c'était révolutionnaire, là. Ça allait sauver la peau de nos patients. Ouais, parce que je me souviens plus, là, ça faisait quelque chose là, de mécanisme d'action. Là. Ben, je suis pas bien bon là-dedans non plus. Amé, hein, c'est ton moment de shiner, là. Mais la finale de l'histoire, là, pour les céramides, ça semble être assez clair. Là. Les études ne suggèrent pas d'aucune façon de supériorité clinique des céramides sur les autres patentes. Hein? Qui Hmm. l'eût cru? Un mécanisme d'action incroyable qui ne mène pas à une amélioration clinique significative. Oh là là! Puis sinon, peut-être un petit mot. J'avais raté cette étude-là. Tu parlais des différents médiums là, d'émollients, fait que les Les crèmes, les formulations, oui. lotions, puis tout ça. Puis il y a une étude qui s'appelle, le nom est quand même chou, l'étude B-E-E, comme une abeille. Abeilles. Puis dans l'étude, ben c'est une étude, bon, je vais vous parler de l'étude, je vais vous dire pourquoi ça s'appelle B, ou en tout cas le lien qu'ils ont fait, c'est quand même chou. Fait que c'est une étude randomisée contrôlée qui a été publiée en 2022 dans une des nombreuses sous-revues du Lancet, là, fait que c'en est une de pédiatrie. Étude d'envergure, 550 enfants de 6 mois à 12 ans avec une dermatite atopique qui ont été randomisés à des émollients sous différentes formes. Fait que, bon, le protocole, c'est une étude pragmatique, là, donc il n'y avait pas nécessairement un produit d'identifier. Les cliniciens avaient le droit d'utiliser certaines affaires, mais au final, ce qu'on voulait surtout comparer, c'est la formulation. Donc, les enfants étaient randomisés à recevoir une crème, un gel, une lotion ou un onguent 2 fois par jour, plus une utilisation au besoin. Puis on a fait ça pendant 16 semaines. Puis au final, ben, ça n'a rien changé. Il y avait un petit peu plus là, tu sais, des détails, là, genre un peu plus de rapport de sensation de brûlure avec les lotions, par exemple. Bon, je pense que ça va un peu de soi, là, on aurait pu le deviner. Mais en termes de contrôle de la maladie, ça n'a rien changé. Puis dans l'étude, il disait que pour encourager la participation, c'était une étude britannique, il donnait un voucher en anglais, là, un Coupon. certificat ou un, ouais, en tout cas, là, de 10 livres, 10 pounds, là, 10 livres, excusez, britanniques, aux parents, puis aux enfants, ils donnaient un jouet en forme d'abeille. Ah, Ah, Que l'étude abeille, trois tout est choses. dans tout. Absolument. Fait que la formulation non plus ne semble pas là, être un élément clé. Je pense que ça revient à ce que tu disais, Catherine, faire essayer des affaires aux patients, puis trouver quelque chose qui leur convient, puis qui vont être à l'aise d'appliquer, tout simplement. Mais tu sais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en clinique,
en tout cas, moi, j'avais la peut-être fausse croyance de dire, ben justement, si on veut quelque chose de très hydratant, il faut aller chercher quelque chose qui est comme plus gras, tu sais, à base de glycérine ou, tu sais, qui va comme être plus hydratant, mais ce que ça nous montre, c'est que pas pantoute, là. Fait que, parce qu'on s'entend que d'appliquer de l'onguent sur le corps au complet de ton enfant, c'est pas agréable vraiment, ni pour lui, ni pour toi qui essaie de l'habiller après. Non, mais après, tu peux jouer à attraper l'enfant graissé, par exemple. C'est écœurant, ça. Moi, je fais ça avec mon plus jeune, là, les cours dans le salon, puis on essaie de l'attraper, toute la famille, puis il est glissant, c'est le fun. Donc, finalement, une bonne vieille crème pas chère en vente libre, ça reste notre meilleure option, là. Qui l'eût cru, hein? Mm. Fait que voilà pour la partie crème hydratante. On rentre dans les vrais médicaments maintenant? Les vrais. Fait qu'on va commencer par les corticostéroïdes topiques, qui pendant longtemps ont été nos seuls amis, hein, en dermatite atopique. Je me suis rendu compte que si on avait enregistré cet épisode-là il y a, je sais pas, 20 ans, c'est sûrement la seule classe thérapeutique qu'on aurait eue, ou à peu près. Fait que les agents pour lesquels on a le plus d'expérience, puis beaucoup d'évidence, puis la conclusion, là, je vous le divulgage tout de suite, là, c'est que ça fonctionne bien, puis c'est sécuritaire dans le traitement de la dermatite atopique, mais lorsqu'utilisé adéquatement. C'est quand même important de savoir, dans le fond, tu sais, les évidences, là. J'avais mis un petit point sur comment ça fonctionne. Je sais, Nico, t'aimes pas ça quand on parle de mécanisme Mais d'action, mais je attends, voulais juste... pause. Non seulement j'aime pas ça. Deuxièmement, les corticostéroïdes, pour moi, ça fait partie des médicaments pour lesquels la personne qui pense me convaincre qu'elle connaît le mécanisme d'action de ça, là, a besoin de se lever de bonne heure, là. Parce que dans la catégorie où ça fait probablement un peu tout sur n'importe quoi, ça se défend bien, là. Oui, ben c'était un peu ça mon message, là. Fait que ils ont un mécanisme d'action très large, hein. Fait qu'ils agissent sur à peu près toutes les cellules immunitaires. Puis je voulais juste en parler parce que ça explique un peu les effets secondaires et les effets, tu sais, thérapeutiques qu'on y voit, là. Fait que dans le fond, ça l'agit autant sur toutes les cascades inflammatoires des cytokines, les lymphocytes T, c'est souvent pour ça qu'ils causent l'immunosuppression quand on les prend de façon systémique, bien entendu. Ça bloque l'activité des mastocytes, donc ça a de l'efficacité dans le prurite. Ça fait une vasoconstriction locale, donc ça réduit l'érythème puis l'œdème. On se souvient d'ailleurs que c'est sur cette caractéristique-là qu'ils sont classifiés selon leur puissance, là, fait que plus qu'ils sont capables d'induire une vasoconstriction locale, plus qu'ils sont puissants. Donc c'est ça. Donc ça reste des agents à spectre large. Fait que quand on parle d'efficacité, on est content, là. Ils ont un effet anti-inflammatoire assez puissant, mais ils sont peu spécifiques et donc on se retrouve avec un peu plus d'effets indésirables, du moins théoriques, parce qu'ils agissent aussi sur les kératinocytes, les fibroblastes, puis ça peut entraîner là, les effets indésirables cutanés qu'on leur connaît, comme par exemple de l'atrophie cutanée, des vergetures, puis des télangiectasies. Alors voilà, c'est juste mes deux lignes sur le mécanisme d'action. C'est bon, j'achète. Les corticostéroïdes aussi sont disponibles dans toutes les formulations possibles, hein, là, des lotions, des crèmes, des onguents, même des huiles. Puis, comme je viens de un peu de vous le dire, là, fait qu'ils sont classifiés selon leur puissance. Il y a différentes échelles qui existent, là, fait que soit de 1 à 7 ou de 1 à 4, qui sont les deux échelles les plus fréquentes. Dans tous les cas, la classe 1 est toujours la plus puissante. Puis, il disait qu'en clinique, c'est souvent plus facile de retenir l'échelle à 4, là, fait qu'on les classifie souvent en très puissant, puissant, modéré puis faible. Fait que si Oh, on puis retient je ça, pense pas que ça a une grosse valeur ajoutée de les subdiviser en plus que ça, là. Je veux dire. non, moi non plus. Bon. Puis, tu sais, personnellement, j'ai jamais été capable de retenir quel agent appartient à quelle classe. Fait que d'habitude, j'ai un petit tableau là, sous la main. Puis, tant que vous optimisez vos traitements de façon logique, je pense que vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça par cœur. Parfait. Fait qu'est-ce que les lignes directrices nous disent? Fait qu'autant les lignes directrices conjointes que les pédiatriques, là, tu sais, dans le fond, recommandent fortement en première ligne de traitement que les corticostéroïdes topiques peuvent être ajoutés quand la dermatite atopique est réfractaire aux émollients seuls. Les lignes directrices conjointes disent à partir de 3 mois, alors que les lignes directrices pédiatriques ne donnent pas de limite d'âge. Puis ça peut être utilisé autant dans la thérapie proactive que dans le traitement des épisodes aigus. Fait que quelles sont les évidences qui nous ont mené à de telles recommandations? Fait qu'on a une revue Cochrane en 2022, publiée par Monsieur Lax et collaborateurs, sur l'efficacité des différentes stratégies d'utilisation des corticostéroïdes topiques chez les enfants et les adultes. Fait qu'ils ont regroupé 104 essais randomisés contrôlés pour 8400 patients, des adultes et des enfants, qui avaient principalement de la dermatite atopique modérée et sévère. Puis l'issue le plus fréquemment étudié, c'était le succès thérapeutique, qui correspondait à l'échelle de IGA, fait que le Investigator Global Assessment, un peu ce qu'Amélie nous a parlé tantôt là, avec le SGA. Fait que c'est un peu le même principe là, qu'on évalue sur un score de 0 à 4, la sévérité de la dermatite atopique. Puis un score de 0 correspond pas mal à une résolution complète de
la maladie, là. Fait que dans le fond, ben, de l'épisode aigu. Fait que c'est une peau saine. Puis d'habitude, on considère qu'un score de IGA entre 0 et 1 correspond à une réponse cliniquement appropriée de la dermatite atopique. Fait que dans le fond, qu'on a résolu ou presque résolu complètement l'épisode aigu. Donc, on a des données d'efficacité des corticostéroïdes topiques en induction de rémission. Puis évidemment, c'est intéressant de les comparer avec les autres choses qu'on a. Fait que si on commence par les comparer à des véhicules inactifs, fait que je suis pas allée dans le détail de l'évidence, là, mais toute classe de puissance confondue, les corticostéroïdes topiques sont plus efficaces que le placebo. Le placebo qui est absolument un véhicule inactif. Fait qu'on a des taux de rémission de 65% dans les groupes corticostéroïdes topiques versus 32% dans le placebo. Fait que c'est quand même très bon, là. Je veux dire, Ouais, un, les taux ça de réponse fonctionne sont bien. bons, puis deux, ben, on parle de NNT, ma foi, très, très, très intéressant. On atteindrait un NNT de 3 là. Si on les compare selon leur puissance, fait que est-ce que c'est vrai de dire que plus qu'ils sont puissants, mieux ils fonctionnent? Fait qu'ils ont comparé les faibles versus les modérés pour des durées là, entre 1 et 5 semaines. Fait que dans les groupes faibles, il y avait 34% des patients qui avaient une rémission versus 52% dans le groupe puissance modérée pour un NNT de 6. Quand on comparait les faibles avec les plus puissants, fait qu'on avait 39% dans les faibles puis 71% de rémission dans le groupe puissant pour un NNT de 4. Puis quand on comparait maintenant les modérés aux puissants aux plus puissants, fait que dans le fond, les classes 1 aux classes, mettons, je vais dire, tu sais, 5. Donc, peut-être plus 3, 4, mettons. Mais il n'y avait pas de différence entre les participants. À 1 à 5 semaines, il y avait certains participants qui rapportaient que la puissance élevée serait mieux, mais c'était pas statistiquement significatif. Ben, on Euh, s'entend, là, je veux dire, je pense que c'est purement un problème un peu méthodologique, là, de un moment donné, quand tu te mets à faire des comparaisons d'affaires proches, ça devient de plus en plus difficile de tirer, tu sais, quoi que ce soit d'intéressant, là. Fait que, mais je pense que toute la science disponible fait juste quand même justifier le fait que, ben, plus t'es puissant, plus t'as un potentiel quand même d'efficacité probablement intéressant, là. oui, absolument. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont une différence d'efficacité selon la localisation des lésions? Hein? Des fois, on entend ça, il faut appliquer l'huile sur le visage, mais lui, il faut pas l'appliquer. Est-ce que c'est une raison d'efficacité? La réponse, c'est ben, non, pas à ce qu'on sache. En tout cas, là, il y a peu d'études qui comparent les corticostéroïdes topiques selon où la lésion se trouve sur le corps, mais ceux qui l'ont fait suggèrent une efficacité très similaire. Fait que peu importe où est-ce qu'on l'applique, l'efficacité est la même. Parfait. Fait que bref, les corticos, ça marche. Les corticos plus forts marchent probablement un peu mieux. Fait qu'il y a moyen d'adapter le traitement en fonction de la réponse chez les patients. Puis pour certains patients, bon, on en comprend quand même que s'il n'y a pas d'enjeu d'innocuité, dont on va reparler juste à l'instant, ben on pourrait d'emblée avec quelque chose de pas nécessairement très faible, là. Ouais. Maintenant, en thérapie proactive, fait que, tu sais, si j'utilise un corticostéroïde de puissance X, Y, Z, est-ce que je peux continuer à l'utiliser de façon proactive pour prévenir mes lésions? Fait que la revue Cochrane, la même, là, a aussi étudié la stratégie de thérapie proactive. Fait qu'ils ont méta-analysé 7 essais randomisés contrôlés pour un peu plus que 1000 patients, encore une fois adultes et enfants. Puis ils ont conclu qu'à une utilisation 2 fois par semaine, les corticostéroïdes topiques aident à prévenir le risque de rechute chez 58% des patients versus 25% dans le groupe placebo pour un NNT de 3. Fait que ça soutient ce que tu nous disais tantôt, là. C'est clairement quelque chose à intégrer de façon assez rapide dans le counseling puis dans les ordonnances, là, probablement. Oui. Un OK? petit ajout d'information, là, tu sais, si vous demandez quelle classe, là, fait que les classes 3 et les classes 5, c'est celles avec lesquelles ils ont le plus d'évidence là, pour recommander en thérapie proactive. Fait que, tu sais, dans le doute, tu sais, je pense que ça fait du sens de dire je vais pas nécessairement utiliser une classe 1 pour faire de la thérapie proactive. Mais tu sais, si votre patient n'utilise pas un corticostéroïde topique, par exemple, pour ses épisodes aigus, s'il utilise un autre produit, mais qui voudrait, pour une raison X, Y, Z, utiliser un corticostéroïde topique pour la thérapie proactive, ben, je vous dirais choisir entre un 3 puis un 5. C'est ceux qui ont le plus d'évidence. En fait, j'ai une question peut-être sur la posologie, là. Tu nous parles de la posologie intermittente. Mais si je reviens au traitement ou à la prise de contrôle, j'ai vraiment intégré là, tes expressions de prise de contrôle. J'aime ça. Je me souviens en tout cas à une certaine époque, il existait un débat, c'est peut-être un mot un peu fort, là, mais sur la fréquence par jour d'application nécessaire de corticostéroïdes. À l'époque, j'avais regardé la littérature puis j'en avais retenu qu'une fois par jour, en fait, semblait faire exactement la même job que 2 fois par jour. Je sais pas si Absolument. cette Tu sais que science-là c'est a encore changé. vrai. Ouais. Oui, les lignes directrices disent la même chose, là, qu'une application 1 fois par jour serait équivalente à 2 fois par jour. Le seul bémol que je vais ajouter là-dessus, c'est que ça, tu sais, il n'y a aucune évidence sur les classes 6-7. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut extrapoler à cette classe-là? Je le sais pas. Après ça, je pense que c'est de l'essai-erreur.
Mais je trouvais ça intéressant quand même parce que ben là, on parle d'enfant, mais même pour un adulte, là, honnêtement, là, le fait de te crémer moitié moins souvent, je pense que c'est un bénéfice clinique significatif, là. Oui, absolument. On serait rendu à l'innocuité des corticostéroïdes topiques, hein, fait qu'on a parlé un peu tantôt de corticophobie. Euh, donc, est-ce que c'est justifié d'avoir peur des corticostéroïdes topiques appliqués chez les enfants? Je sais pas si la même phobie existe chez les adultes, là, mais en tout cas, chez les enfants encore, clairement. Euh, Fait que, tu sais, j'ai essayé de répertorier, là, c'est quoi les nombres d'effets secondaires qu'on a quand on utilise des corticostéroïdes topiques. Fait que la revue Cochrane, si je commence par les effets indésirables cutanés, bien entendu, là, fait que la revue Cochrane avait répertorié 26 cas d'atrophie cutanée sur 3574 patients, pour des durées qui variaient de 1 à 20 semaines, pour une proportion brute de 0,7%. Donc, valeur quand même rassurante. Il y a une revue Parapluie qui a été publiée en 2021 pour justement la sécurité des corticostéroïdes topiques en eczéma. Puis eux avaient la conclusion qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque d'atrophie après 2 semaines d'utilisation d'un corticostéroïde très puissant. Fait que ça aussi, c'est quand même relativement rassurant, là. Des fois, on ne sait pas trop combien de temps qu'on a le droit d'utiliser ces produits-là. Fait qu'on sait qu'au moins, pour des périodes allant jusqu'à 2 semaines, on n'a pas nécessairement une augmentation de notre fréquence d'atrophie cutanée. Ensuite, ils l'ont comparé aux ICT, aux inhibiteurs de la calcinérine topique, pardon. Puis ils sont sortis avec des risques relatifs de 4,86 dans une méta-analyse qui allait jusqu'à 5 ans d'utilisation. Je pensais que c'était quand même important de vous rapporter les chiffres en absolu parce que, dans le fond, tous les inhibiteurs de la calcinérine topique ne devraient pas causer d'atrophie cutanée. Fait que c'est un peu les comparer contre un placebo, je vous dirais. Puis dans l'absolu, il y avait donc 8 cas d'atrophie cutanée sur 2068 participants, dont 7 qui utilisaient des corticostéroïdes topiques puissants. Pour ce qui est des vergetures puis des téléangiectasies, fait que on n'a vraiment aucune donnée. Là. Même sur nos études à plus long terme, là, mettons les corticostéroïdes topiques dans la thérapie proactive, là, que c'est pas mal, dans le fond, les essais randomisés contrôlés qui ont les plus longues durées, il y a personne qui rapporte ces effets indésirables-là. Fait que il y a une théorie comme quoi ça peut le causer, mais c'est pas quelque chose qu'on observe dans les études du moins. Puis ensuite, il y a la question des effets indésirables systémiques. Fait que, tu sais, on dit toujours que les enfants sont un peu plus à risque d'effets indésirables systémiques avec les corticostéroïdes topiques. Fait que, tu sais, en théorie, c'est vrai, là. Fait que, tu sais, il y a le concept que les jeunes enfants, surtout en bas d'1 an, ont leur cornéum stratéum plus mince, donc qui absorbent plus. Et aussi qui ont un ratio là, de surface corporelle par rapport à leur poids plus grand. Fait que, tu sais, si on couvre, je sais pas si la dermatite atopique couvre 30% de leur corps, ben comme en ratio par rapport à leur poids, ça leur fait une quantité plus importante de corticostéroïdes absorbés systémiquement finalement. Fait qu'est-ce qu'ils sont vraiment plus à risque? Fait que si on regarde les suppressions de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il y a une méta-analyse en 2018 qui a été publiée justement sur la suppression de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien secondaire aux corticostéroïdes topiques utilisés dans le traitement de la dermatite atopique chez les enfants. Donc exactement la question à laquelle on voulait une réponse. Euh, Fait qu'ils ont répertorié 12 études cliniques. C'était malheureusement pas des essais randomisés contrôlés. Total d'à peu près 500 patients. Puis il y avait 20 cas de suppression surrénalienne. Il semble peut-être avoir une incidence un peu plus élevée à mesure qu'on augmente en puissance. Mais le message que je voulais vous passer, c'est que tu sais, tous les cas, c'était de la suppression surrénalienne biochimique, là. Donc les patients avaient échoué leur test de stimulation à la CTH, mais il n'y avait aucun de ces patients-là qui avait des signes cliniques de suppression surrénalienne. Puis tous les épisodes étaient réversibles. Fait que, tu sais, quand même, là, je veux dire, on se rappelle tantôt qu'on parlait d'efficacité d'affaires, là, on avait des NNT à 3, 4, là, dépendamment de ce qu'on regardait, cette affaire-là. Là, rapidement, là, si on faisait l'équivalent en NNH, donc nombre de patients nécessaires pour nuire, là, si on parle de ton atrophie cutanée, de tes vergetures, tout ça, on est dans des affaires de plusieurs centaines, là. Ouais. Pour la partie suppression de l'axe, j'ai de la misère avec quelqu'un NNH parce que, bon, tu nous l'as dit, là, les études, pas des bonnes études, les résultats, c'est sur des gens qui on a cherché des bébites biochimiques, puis ainsi de suite. Mais clairement, bref, on est ailleurs, là. Les Oui. taux d'effets indésirables problématiques sont à des années-lumière des réponses espérées, là. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Fait que j'espère que Ben le oui, message ben va oui. passer qu'on peut utiliser de façon sécuritaire les corticostéroïdes topiques chez les enfants. Dernier effet indésirable qu'on a investigué, c'est l'effet sur la croissance, là. Fait que qui dit corticostéroïdes donné régulièrement à des enfants dit est-ce que ça impacte sa croissance? Fait que la réponse est non. Fait que la revue Parapluie a conclu qu'il n'y avait aucune preuve de suppression de la croissance quand on comparait les corticos avec les inhibiteurs de la calcinurine topique. Est-ce que tu as autant de plaisir que moi à dire revue parapluie? Oui,
Je suis content d'apprendre. Je vais dire Fait, ça. mettons, sur une échelle de 0 à 10, là, je suis comme dans un 7, mettons. Ah ouais, là, j'achète. C'est juste après que turcis, je dirais. Mais ça, c'est Oh parce là que c'est là. nouveau, je pense. T'as comme l'engouement de la nouveauté. Je pense que tu vas te tanner. Ah! À voir. Fait que, tu sais, juste faire une conclusion sur l'inocuité, là, tu sais, je pense que Nico l'a bien résumé, là, mais on devrait être assez, on devrait se sentir assez sécuritaire d'utiliser des corticostéroïdes topiques en traitement de dermatite atopique. La puissance élevée pourrait être un facteur de risque cutané, d'atrophie cutanée. Tu sais, on n'a pas vraiment d'études à long terme là, qui nous confirment tout ça. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que qu'est-ce qui n'est pas un facteur de risque, c'est l'âge. Fait qu'il y a personne qui a comparé les tranches d'âge, là, mais quand on s'intéresse aux incidences d'effets indésirables cutanés puis systémiques dans les différentes études, il semble pas avoir de différence là, entre tu sais, les données d'innocuité chez les moins d'un an, les 1 an et plus, puis les adolescents. Fait que je pense que le message clé, c'est quand on l'utilise de façon appropriée, les corticostéroïdes topiques sont efficaces et sécuritaires. Fait que, tu sais, on ne devrait pas se gêner d'utiliser une puissance qui correspond à la sévérité de la maladie chez nos patients, peu importe leur âge. Puis tu sais, ça vaut peut-être la peine quand même de prendre 20 secondes là, sur l'idée de la fameuse couche mince. Oui, Parce que, bon, je pense que ça l'a cheminé là, quand même depuis, je sais pas, là, 10, 15 ans. Quand on m'a formé, on apprenait encore beaucoup l'idée de la couche mince. oui. Je pense qu'on s'est éloigné de ça au fil du temps, puis pour le mieux. Fait si vous êtes pas, mettons que vous avez été formé comme moi à une époque où on disait ça, je sais qu'il y a encore des étiquettes de pharmacie, là, visiblement, qui sortent avec la mention de couche mince. Je suis sûr qu'il y a encore des médecins, probablement, là, qui rapportent la mention de couche mince. C'est probablement évité. Je pense qu'il y a un consensus, en tout cas, il y a de plus en plus un consensus sur l'idée de ne pas mentionner couche mince, de ne pas écrire couche mince, puis plutôt d'y aller avec ben, le calcul de quantité. Hein. Fait que si ça vous dit rien, là, on mettra peut-être un lien là, dans les références. Mais l'idée de, au final, en fonction de la surface corporelle que tu as à couvrir, ben, combien de grammes ça devrait nécessiter. Fait que donc, mettons, un pot de 30 grammes devrait durer une semaine. Je trouve que c'est la façon la plus facile d'aider le patient ou le parent à avoir une idée de c'est quoi la quantité qu'il devrait appliquer. Parce que couche mince, ben, c'est libre à l'interprétation. Puis Oui. on peut penser que pour plein de gens, ça fait qu'au final, ils mettent pas grand-chose et donc limite les chances que ça les aide. Fait que couche mince, probablement à proscrire. Quantité en fonction de la surface corporelle. Puis là, il y a le fameux fingertip unit, là, Mhm. l'unité de bout de doigt, puis tout ça. Fait que ça, on rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais on mettra un lien si jamais vous êtes moins familier avec l'idée. Fait que couche mince, à oublier. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur les corticotopiques? Ben, tu sais, il y avait des petits trucs en pratique là, que tu sais, je pensais qu'on pourrait peut-être résumer puis conclure ensemble. Là. Fait que, tu sais, comment qu'on choisit la puissance d'un corticostéroïde topique pour notre patient? Fait qu'il y a deux stratégies. Fait qu'on commence faible puis on augmente ou on y va bien gros puis qu'on va sûrement avoir besoin de l'utiliser moins longtemps. Souvent, plus la puissance est élevée, plus que ça l'agit rapidement puis moins qu'on l'utilise longtemps, justement. Les lignes directrices disaient que souvent, les préférences des patients, c'était utiliser le produit pour le moins longtemps possible puis soulager le plus vite, le plus rapidement possible. Fait que je pense qu'on devrait ne pas se gêner d'utiliser, tu sais, une puissance, je veux dire, appropriée pour traiter nos épisodes aigus de dermatite atopique. Maintenant, comment on le choisit en fonction de la localisation sur le corps? D'habitude, on va quand même recommander d'utiliser des faibles puissances sur le visage puis les plis, principalement à cause que justement la peau est déjà très mince dans ces régions-là puis qu'il y a un risque plus augmenté d'absorption systémique. Puis, on peut utiliser une puissance modérée ou à peu près n'importe quelle sur le corps, finalement. Euh, Puis, je vous l'ai dit tantôt, là, si on utilise les corticostéroïdes topiques en thérapie proactive, on recommande les classes 3 à 5. C'est ceux qui ont le plus d'évidence. La quantité, tu nous l'as marqué. Puis, la fréquence d'application aussi. Fait que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait dire, je pense, sur les corticostéroïdes topiques. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter là, sur un point de vue très, 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 très pédiatrique, c'est que des fois, là, bon, là, on dépasse un peu, là, mais tu sais, dans l'érythème fessier, c'est la seule raison pourquoi les corticostéroïdes topiques ont été ajoutés à la Kids List. Vous vous souvenez, je suis venue vous parler de la Kids List il y a quelques années. Fait que, tu sais, ça fait un peu peur de dire, ah, ben, pourquoi ils sont sur une liste, tu sais, potentiellement inappropriée d'utilisation en pédiatrie, alors que finalement, c'est une des premières lignes de traitement dans le dermatite atopique. Fait que sachez qu'ils ont été rajoutés à la Kids List parce que les cas qu'on a de syndrome de Cushing cliniquement significatif là, de suppression surrénalienne, c'était quand les corticostéroïdes topiques étaient utilisés sans supervision, là, fait que mettons en vente libre dans des contextes d'érythème fessier, fait qu'il y avait comme une occlusion faite par la couche puis qui était utilisée pour des durées prolongées. Fait que vous avez l'érythème, de la dermatite atopique à traiter chez un enfant qui est encore aux couches, puis que comme c'est cette
cette zone-là qui est à traiter, ben, juste garder en tête qu'ils sont beaucoup plus à risque là, d'absorption systémique significative, je veux dire. Mais autrement, si c'est pas appliqué dans ces contextes-là, les corticostéroïdes topiques restent sécuritaires. Puis pour la dermatite atopique, généralement, on est chanceux parce que je me trompe pas, la région de la couche fait partie des régions, en Ouais. tout cas, peu ou rarement touchées. Ouais. Mais des fois, il y a les zen, là. Mais Les fameux zen. les zen. C'est ma deuxième partie de corps préférée après les queues de sourcils. Excellent. Fait que je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait traiter dans un premier épisode. Il restera certainement un deuxième épisode parce que là, si vous êtes en train de vous dire, ouais, ben, dans le fond, on a presque fini le traitement de la dermatite atopique, il reste quoi? Les inhibiteurs de la calcinurine. Et aïe, 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 aïe. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité du traitement de la dermatite atopique ces dernières années, mais on est rendu avec une quantité infinie de médicaments qui finissent en AB, en IB, en OFF. Ouais, fouillez-moi, en OFF, hein? Le tapis Naroff. Et c'est Magnifique. ça, on se le demande. Fait que prochain épisode, on va essayer de couvrir les quantités vraiment énormes de traitements maintenant disponibles pour aider les patients souffrant de dermatite atopique. On dit que c'est les traitements qui tombent dans les coûts à 4 chiffres. Ah, ça, c'est sûr, ça va vite. Merci Catherine. Merci à vous de m'avoir invité encore. Tu vas revenir pour le prochain? Bon, je vais y passer. Aïe, aïe, aïe. Ben, bien sûr que Tu peux pas oui. nous abandonner pour le deuxième épisode, là. J'ai hâte de vous Et- entendre prononcer tous les noms des affaires bizarres. Mhm. Aïe, aïe, Ça aïe. devient croustillant. Fait que merci à vous tous. En terminant, un petit message habituel, c'est des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires. Vous écrivez à Oli. Tu reçois-tu quelque chose des fois, Oli? Très rarement. On va, je pense qu'il est temps là, qu'on règle quelque chose. Là. As-tu accès à la boîte courriel du Pharmascope? J'ai même pas accès à la boîte de courriel. Aïe, 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 aïe. Hein. Fait que sur ce, on s'en parle bientôt. Bye bye. Bye! Ciao! L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.